Allô, allô, les invités de Mme Bertrand ce soir. Pierre Blais, Daniel Corbin, Jacqueline Saint-Urbain, Guy Latraverse, Nicole Saint-Jean et Lynne Geoffroy. C'est une émission pas comme les autres parce que c'est la dernière émission de Parler pour parler. Il y en a eu pendant 10 ans. J'y ai mis fin, j'y mets fin ce soir. C'est pas sans émotion. Je me suis dit, il ne faut pas que je pleure, je vais essayer de ne pas pleurer. Alors, ce que je voulais faire, c'est faire un hommage à mes invités. Parce que j'ai eu des invités, j'en ai eu 2000 en 10 ans. J'ai eu des invités merveilleux qui ont fait l'émission, parce que c'est mes invités, c'est vous le public qui regardez cette émission, qui ont fait tout ça. Et j'ai invité ce soir des gens qui ont marqué, qui ont fait comme des pierres blanches, qui ont marqué, qui ont fait avancer un petit peu les mentalités. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais invité un Noël des itinérants, des sans-abri. Et puis, j'avais eu des hommes autour de la table. Bon, je viens d'apprendre qu'il y en a un parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont morts. Il y en a un parmi eux que je croyais vraiment, je me disais, mon Dieu, il s'en sortira jamais. Il s'en est sorti. Il est vraiment très bien maintenant. Il n'a pas voulu venir, je comprends, il a une bonne job. Mais et la semaine après, j'avais invité des itinérants, des femmes sans abri. Et à côté de moi, à la même place où elle est, il y avait ce que j'appelais ma tante Eva. On a toute une ma tante Eva dans nos vies qu'on a adorée. Une femme douce, une femme... Et qui était une itinérante. Je l'ai encore à la même place. C'est Jacqueline Saint-Urbain. Et ce qu'il y a de merveilleux, Jacqueline, c'est que elle s'appelle Saint-Urbain parce que... Pourquoi? C'est parce que je suis née au mois de juillet en 1929. Et puis j'ai été trouvée sur la rue Saint-Urbain. Les polices m'ont ramassée, puis ils m'ont emmené à la paroisse Saint-Apon-Diobé pour me faire baptiser. Puis ils t'ont baptisé Saint-Urbain. Ils ont dit quel nom qu'on va lui donner. Bien, ils ont le trouvé sur la rue Saint-Urbain. On va lui donner Jacqueline Saint-Urbain. C'est mon nom. Alors, tu nous racontais à ce moment-là que tu as été de crèche en orphelinat, mais tu as été surtout sur la rue. Tu as été une sans-abri. Bien, c'est-à-dire, j'ai fait plusieurs maisons de chambre, tout ça, puis j'étais pas à l'aise, tu sais, c'est comme si j'étais sur la rue. J'avais peur des gens autour de moi, parce que c'était des gens qui buvaient. Puis toi, tu buvais pas? Puis moi, je buvais pas. Je buvais sous une tension. Fait que là, j'ai fait des démarches pour avoir un logement. Mais avant ça, tu as accepté mon invitation, puis tu es venu ici en 1990. En 1990. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé après l'émission? Y a-tu des gens qui t'ont téléphoné? Il y a beaucoup de monde qui a essayé de me rejoindre. Vu qu'ils ne savaient pas où je demeurais, ils ont dit aller chez Doris. La maison Doris. La maison Doris, parce que c'était un endroit pour ceux qui n'avaient pas assez d'argent, ils allaient manger là. Et puis là, les gens, ils se rendaient chez Doris, puis ils me demandaient pour me voir. Puis là, j'ai fait connaissance avec eux autres. Il y a jusqu'à la mère d'un policier du poste 25, qui m'a emporté un manteau fourrure. Mon Dieu. Et puis j'ai eu d'autres bienfaiteurs en dehors de la ville, puis dans le bout de Laval. Il y a des gens qui te sortaient le dimanche? Ils me sortaient le dimanche, puis ils m'emmenaient chez eux. Et j'allais passer la journée dans l'Est, une famille, là. As-tu eu des cadeaux? Puis j'ai eu bien des cadeaux dans le temps des fêtes. Parce que tu avais dit, je me souviens, moi, Jacqueline, tu avais dit, moi, j'ai une passion dans ma vie, c'est les toutous. Les toutous puis les poupées. Parce que ça m'a manqué, ça. Parce que tu n'as jamais eu de toutous. Je t'en ai apporté un petit. Non, pour mettre dans ta collection. Justement, j'ai un chat vivant. Pour la première fois, tu as 64 ans, et la première fois, toi qui aimes tant les animaux en plus, tu as un vrai chat. Qu'est-ce qui est curieux, ce chat-là, j'ai trouvé ça l'année passée
sur la rue Logan. Il était abandonné. Là, tu as appelé Logan? Non, je l'ai appelé Noireau parce qu'il est noir. Ah bon? Puis là, je l'ai emmené. J'ai connu à deux, trois potes parce que le chat, il était devant les maisons. Puis quand j'ai vu, ça n'a pas répondu. Il y avait deux madames avec moi. Ils ont dit, c'est ben là, il l'a laissé là. Ils ont dit, toi, tu aimes les toutous, tout ça. Ben, j'ai dit, pas l'emmener chez nous. Puis depuis ce temps-là, je l'ai chez nous. Et là, tu as 64 ans et tu as enfin une maison. Oui. Depuis 4 ans, là, j'ai un logement social. C'est la première fois que tu as un logement social. J'en ai eu d'autres, mais je ne pouvais pas rester longtemps parce que c'était comme en chambre. OK. Mais là où je suis, là, j'ai tout dans ça. J'ai une petite cuisinette, puis j'ai un genre de bivouac, ça sert comme une chambre. Puis j'ai ma chambre de bain séparée avec une porte. J'ai le bain, le lavabo, la toilette. Tout ça commode parce que quand j'étais en chambre, là, j'étais pas à l'aise, pas aller aux toilettes parce qu'il fallait aller dans le passage. Alors, t'as enfin ta maison. Oui. Là, je me sens en sécurité, puis je paye moins cher parce qu'on est subventionné par le gouvernement. Bien, je suis contente, je suis très contente pour toi que tu aies des beaux jours après avoir été si longtemps sans abri. Ils ont dit, Amélie Benso a commencé à amener au monde à avoir de la misère, bien, là, je peux tenir mes jours heureux, à avoir un toit et tout. Je suis contente pour toi. Oui. Il y avait aussi, merci, il y avait aussi, quelque temps, une émission qui avait troublé beaucoup de gens. C'était Daniel Corbin. Te rappelles-tu, Daniel? Qui était venu nous dire, avec son mari et ses 2 enfants, que tu étais une mère porteuse. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis ce temps-là? À ce moment-là, j'avais déjà porté une petite fille qui avait 1 an et demi. J'ai eu j'ai porté 3 autres enfants pour 3 autres couples différents. Ce qui fait que j'ai 4 enfants. C'est ça. Ça en fait 6 au total, 3 garçons, 3 filles. Ça a toujours été aussi merveilleux comme expérience. Il y a des fois où, comme la dernière, là, j'ai vécu un petit peu la dépression postpartum, là, légèrement. C'est la première fois que je goûtais à ça. Mais c'était quand même, au niveau de l'expérience de ma porteuse, toujours aussi valorisant. Il y a eu un grand moment à l'émission, je m'en souviens très, très bien, quand tu as lu la lettre que tu avais écrite à ta petite fille, parce que tu les vois, toi, tes enfants, après, et les parents sont d'accord, et tu les... J'aimerais que tu me lises un petit bout de lettre que tu as écrit pour qu'elle la lise quand elle saura lire, bien sûr. Oui. Oui, OK. Alicia, tu as été conçue dans l'amour, et même plus peut-être que mes enfants, car c'est à 5 que tu as été conçue. Tu te demandes sûrement comment j'ai pu te laisser et dire que je t'aime. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est justement tout le merveilleux de mon amour pour toi. Il est dénué de possession, d'exclusivité. J'ai voulu te donner la vie avec ma tendresse et laisser à Clara la joie d'être ta mère. C'est beau. Vous l'avez fait à 5? Oui. Le médecin, le père et l'épouse, moi naturellement la mère biologique, mon mari. Oui. Alors, c'est une grande famille, oui. C'est une grande famille. Alors, qu'est-ce que tu es encore dans le bonheur, dans ça? C'est bien quand tu fais ça? Très, 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 très bien. Qu'est-ce qui est arrivé après l'émission? Tu as eu des téléphones? Beaucoup, beaucoup de téléphones. J'ai trouvé ça valorisant parce que finalement, valorisant, puis ça m'a permis d'en parler parce que proche, là, dans la famille, c'est pas toujours facile d'en parler. Puis, sauf que j'ai trouvé aussi qu'on vivait beaucoup d'impuissance parce que là, c'était plus juste un couple ou 2 qui s'adressait à moi, c'était plusieurs personnes, puis je porte pas 24 heures, ça me prend un mois comme tout le monde. Fait que, il y avait bien des fois où il fallait que je dise non. Il y a des fois. Tu as eu beaucoup de demandes? Oui. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent qui souffrent d'infertilité. Bon, Madame merci Bertrand, beaucoup. je parlais avec les recherchistes et ils m'ont donné toutes sortes de sujets. Ils me disaient qu'il y a plusieurs sujets qu'on a parlé, qu'on n'a pas parlé beaucoup ailleurs, puis qu'on n'a pas parlé avant. Là, je voudrais vous donner quelques exemples. Les enfants du Duplessis, par exemple, mon on a Dieu. vu. Les enfants du Duplessis, ça a été la première fois qu'ils ont passé à la télévision.
C'était à parler pour parler, alors qu'ils ont dénoncé cette chose. Une que vous avez aimé bien gros, qu'on leur avait servi un lunch en pu finir parce qu'on s'est dit ils mangent pas souvent, et qui n'ont pas mangé pantoute. On n'a jamais eu d'invités qui ont si peu mangé les clochards. Mais oui, les On clochards. leur avait fait une dinde de Noël qui était grosse de même. Je les ai toutes décorées. Ils n'avaient du stock comme il n'y en a jamais eu. Ils n'ont pas mangé pantoute. Mais ce qu'on a fait, par exemple, après, on l'a tout enveloppé et ils l'ont apporté à leur chum. Les mères adolescentes, les petites filles de 13-14 ans qui avaient des bébés, là, vous vous souvenez? Les ex-prêtres, vous l'avez aimé pas mal, celle-là aussi. Ah, oui, le monde l'ont aimé pas mal. Des anciens Vous n'avez prêtres. plus des lettres hein, pour ça? Des anciens prêtres qui sont venus parler. Des hommes qui ont été abusés sexuellement. C'est rare qu'on a vu ça aussi. On a vu ça parler pour parler. Des premières, ça aussi. Puis là, on va montrer au monde un petit vidéo OK. de bons moments de parler pour parler. OK. Quelle belle surprise. C'est ma femme de ménage, Violette. Elle est tellement fine, elle vient une fois par semaine, puis le samedi soir, elle reste pour m'aider un petit peu. Alors, on va écouter, hein, ça me fait plaisir. Ils sont partis sur la barque des les trois petits gars. Ils sont partis se disant que leur mère ne le saurait pas. Mais oui, ils ont oublié le oui. Je pense que le vin commence à faire parti avec mon couteau, tantôt, j'ai plus d'outils, moi. Écoutez bien, moi, j'ai pas de cours d'hôtellerie, rien de ça. Je fais tout croire mes coups d'or. Madame Desprendre, ça fait rien, je les connais bien, c'est des amis. Bon. Je sens pas l'appel de ça. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, mais alors pas du tout. Je sens pas ça. Je trouve ça cute des enfants, je trouve ça agréable. Je veux dire, je joue avec des enfants, je me souviens que j'ai été enfant. C'est une belle chose. Et je reconnais que c'est très bien pour ceux qui le font, mais j'en sens pas le besoin. J'avais 16 ans. Je veux avoir un enfant, donc je me le fais faire. Est-ce que ton chum le savait, lui, que tu voulais avoir un enfant? Oui, il savait, puis il me disait qu'il voulait pas. Il me disait qu'il voulait pas avoir de bébé, il se sentait pas prêt. Ouais. Moi, j'ai pas dit que j'avais arrêté la pilule. Ah bon? Puis là, ben, j'ai tombé enceinte. Nommez-moi un plat national. Serge. Moi, je dirais le rose beef. C'est anglais, ça. Mais c'est bien québécois aussi. M. Bernard, un plat, tout de suite, là, juste comme ça, le plat national du Québec. Bien, moi, je dirais le ragoût de pâte. J'ai trouvé un homme avec qui je me sentais bien. Puis, je suis à l'aise avec, je me sens aimée. Puis, je l'aime, puis... Alors, si une maîtresse parle comme ça, si une maîtresse parle comme ça, pourquoi une épouse ne pourrait-elle pas parler comme ça? Oui, c'est vrai. Puis là, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir le poser. Bon, OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais posé un condom, ils n'ont jamais touché. Fait que tous les condoms viennent avec un réservoir. On voit le petit réservoir, on prend le pouce et l'index et on les pose sur le gland. Et de l'autre main, ça peut être difficile, surtout pour les condoms non lubrifiés, on va dérouler le condom jusqu'au bout. Puis là, il m'a dit, c'est un homme. Fait que j'étais au restaurant et puis je ne pouvais pas du tout m'exclamer. Je voyais les gens qui me regardaient autour. Puis j'ai dit, pas un homme. Fait que là, j'ai dit, mais j'étais pas homosexuel. Fait qu'elle m'a dit, oui, je suis un homosexuel. Je vis avec un homme, je couche avec un homme. Ça se fait pas. J'ai dit, tu me fais 3 enfants. Toi, Charles, Moi, j'ai 12 ans. Je suis atteinte depuis l'âge de 4 ans de leucémie. de leucémie. J'ai été en rémission là-dedans 2 ans. Puis j'ai fait 3 rechutes, Dont une dernièrement, dont une dernièrement. cet été. Ouais. Ouais. Et puis, et à te Mais là, voir. ça va bien. Là, ça va bien. Ça va bien. Faut être positif. Joyeux fin de Noël. Disons joyeux Noël. Au cas où on l'oublierait. Je sais que c'est comme ça dans toutes vos familles. C'est bien agréable. Oh, que de beaux souvenirs. Hein? Normand Chouinard qui disait qu'il ne voulait pas d'enfant, il y a un enfant. Il travaille tout le temps. Non, il y a un enfant. Il y a un enfant, puis il me rencontre, il me dit, qu'est-ce que j'ai été dire à ton émission que j'en souviens pas maintenant, il y en a un. Que de souvenirs, hein? Vous en avez vu quelques-unes dans ce moment. Que de souvenirs, que de souvenirs. Ben, moi, il y a des amis qui me disent, Jeannette Bertrand, c'est ma mère. C'est elle qui m'a mis au monde. Toi, Guy, quand tu es venu à l'émission, ça a été extraordinaire. Tu étais très émotif. Tu as pris le crachoir, comme tu dis toi-même. T'as pogné le crachoir. Tu as pogné le crachoir. Tu venais dire que tu étais maniaco-dépressif. Et il y a tellement de gens qui nous ont écrit pour nous dire « Je me suis reconnue » et de voir un homme
qui a du succès, qui est un homme connu et qui avoue avoir une maladie comme celle-là. Donc, nous autres aussi, on peut le dire. Ben moi, cette émission-là, ça a été un grand moment dans ma vie parce que ça a marqué le restant de mes jours quant à mon bénévolat. C'est un peu, sans le vouloir, ce jour-là que j'ai réalisé que j'avais pas le choix que de faire ce que j'allais faire, c'est-à-dire donner le plus de mon temps pour aider ceux qui ont la même chose que moi. Excusez-moi, je suis très ému. On est tous très émus. Généralement, je me contrôle mieux que ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Et je l'ai réalisé après coup, parce que ça fait 6 ans et jamais une émission, on m'en a parlé autant. Jamais, jamais. Tout le monde m'en a parlé. Elle est partout, cette émission. André Monette me disait qu'au service des cassettes à Radio-Québec, c'est l'émission qui est encore aujourd'hui, à précision, la plus demandée par le public qui veut réclamer une copie. Parce qu'elle a fait comme réaliser l'importance d'une maladie qui s'appelle la dépression et qui s'appelle la maniaco-dépression, qui touche, dans le cas de la dépression, 500 000 personnes au Québec. Et dans le cas de la maniaco-dépression, 100 000 personnes. Une maladie aussi qui est comme cachée parce qu'il y a quelque chose de pas correct. Ben, c'est le problème des tabous. C'est le problème des tabous. C'est le problème des préjugés face à la maladie mentale. La maniaco-dépression, c'est une maladie qui est héréditaire, donc c'est quelque chose qu'on hérite. Quelque part, on n'est pas à être coupable, on n'a pas à accrocher une gonorrhée, on est vraiment hérité d'un gène qui nous a transmis une maladie. Et le fait que t'en parles à l'émission, tu as eu le courage d'en parler. Quand je parle d'un hommage à mes invités, c'est que vous avez eu le courage, tout le monde, de parler. Et ça a fait énormément, ça a fait énormément pour les gens. Ça m'a rendu président de l'Association des maniaco-dépressifs et des dépressifs du Québec d'abord. Ça prend à peu près 20 de mon temps que je donne tout le temps. Mais ça a été l'ouverture d'un pont, l'ouverture d'un chemin qui aujourd'hui fait en sorte que, par exemple, on a une association qui existe, il y a des milliers de personnes qui nous téléphonent par année parce qu'on est tout équipé, on a une organisation, on a un service d'écoute et de référence. Notre fonction, c'est de donner de l'information sur les signes et les symptômes de ces deux maladies qui sont méconnus. Les gens ne savent pas ce que c'est que la dépression. Mais alors comme là, tu n'as pas autant de temps, là. Là, tu n'as pas autant de temps, là. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Alors, donc, je te remercie d'être venu d'abord à cette première émission-là. Et je pense... Ben, moi, je trouvais que c'était un honneur, d'abord, d'avoir été choisi 6 sur 2000. Je trouvais que c'était formidable. Non, mais le fait que tu aies eu ce courage-là au début, ça a ouvert beaucoup de portes. Ça, c'est certain. Et ça en a entraîné beaucoup d'autres à faire la même chose aujourd'hui. Et je pense que ces deux maladies mentales, maintenant, elles sont considérées comme elles doivent l'être, c'est-à-dire comme des maladies, point à la ligne, comme n'importe quelle autre maladie. Démystifier cette maladie. C'est tout, c'est une maladie, il faut les traiter simplement, il faut les soigner, c'est pas d'autre chose. On n'a pas d'affaire à porter. Moi, je considère en tout cas que c'est une émission qui a marqué. En tout cas, ça c'est certain, ça m'a marqué. Pierre Blais, toi, je t'ai supposé tantôt, je suis tellement énervée, toi, tu es venu faire une émission, qu'est-ce qui t'est arrivé après? Sur la guerre du Vietnam. Et cette émission-là, on l'a fait deux heures d'affilée parce que c'était trop extraordinaire. D'abord, on ne se doutait pas qu'il y a des Québécois. Et toi, tu venais nous dire ceci, je ne sais pas si tu t'en souviens, que tu voulais te suicider et que tu trouvais que c'était une façon de mourir que d'aller faire la guerre au Vietnam. Ouais, une manière glorieuse de faire sans l'opprobre. Qu'est-ce qui t'est arrivé après l'émission? Ah ben, il y a bien des choses qui sont arrivées. Je suis reparti vivre dans les montagnes, en Californie, puis j'ai fini mon livre. Le livre qui est très, très bon, qui s'appelle Loup solitaire. Loup solitaire, oui. Oui. Alors, ça a été publié en 91. Il y a eu la guerre d'Irak qui m'a fait revenir ici parce que les États-Unis ont été pris d'une folie meurtrière et sont devenus comme l'Allemagne nazie. Et moi, j'ai pas été capable de tolérer ça. J'ai pris mes enfants, j'ai fui ça, j'ai pris refuge ici. Et depuis, j'ai continué à écrire. J'ai fait des actions politiques contre la guerre. J'ai fait une vigie devant le consulat américain à l'anniversaire du 16 janvier 91, là, en 92. On a bloqué le Congrès des armes à Ottawa. J'ai écrit des articles qui ont, pour la plupart, été censurés contre la guerre du Golfe. J'ai été un témoin, pas un témoin, mais un observateur au tribunal international des crimes de guerre contre l'Irak à New York, ainsi que d'autres actions politiques. Je me souviens de toi à cette époque-là. C'était sombre,
Tu avais des grands cheveux, tu étais comme en colère. Es-tu Ben. mieux? Le fait d'être venu le dire, qu'est-ce que ça Oui, t'a je pense fait? que ça a beaucoup aidé. J'ai été reconnu par pas mal de gens aussi. Puis l'émission a fait un gros coup de publicité pour mon livre. Ça a été extraordinaire. Alors j'ai beaucoup vendu le livre. Puis, et ça m'a beaucoup aidé à à vivre en société parce qu'avant ça, je n'étais pas capable. Je vivais tout seul dans le bois. Puis, Comme un loup solitaire. oui, pendant des années. Alors là, je vis en ville, mais je pense quand même retourner parce que il y a quand même des signes avant-coureurs que le Québec et le Canada sont en train de se faire absorber par les États-Unis. Puis ils ont adopté la politique étrangère des États-Unis. Et ça, C'est farouchement je anti-militariste. suis anti-américain aussi. Farouchement anti-américain parce que je vois ça, c'est un pays, c'est une culture de violence. Il n'y a pas de valeurs vraiment profondes, des valeurs très superficielles. C'est le culte de l'argent. Je te remercie beaucoup d'être venu ce soir. Nicole Saint-Jean, ça a été là. Ça, là, t'as l'ancienne affaire, là. Je me souviens, et t'étais assise là, hein? Oui, oui. Oui, t'étais assise là. Oui, oui. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Oui, oui. T'étais assise là. Puis à un moment donné, on s'était vivre seul à 40 ans. Puis là, tu dis, là, ben moi, là, je suis tannée d'aller regarder, d'être seule le dimanche. Puis je suis allée au commensal, puis il n'y avait personne. Pourquoi il n'y a pas d'hommes qui viennent nous parler? Bon, c'était quelque chose comme ça. J'ai suggéré que peut-être on pourrait inventer d'autres choses que les bars pour les rencontres. Et puis, les gens ont parlé, on dit bifurqué. Ils disaient qu'il fallait porter un petit macaron. Puis dans le fond, les gars n'étaient pas prêts à le porter. Et puis, à la fin de l'émission, j'ai dit à une fille qui était là, j'ai dit, toi, viendrais-tu dimanche au commensal déjeuner? Elle dit, oui, j'irai. Et puis là, j'ai mis une annonce dans le journal pour dire, vous êtes seul le dimanche matin, vous aimeriez rencontrer des gens intéressants, venez déjeuner au commensal. Et notre émission, on l'avait enregistrée 5 semaines avant que ça parte. Donc, je suis allée voir le commensal pour leur dire, écoutez, il va peut-être venir du monde. Vous savez-tu, eux autres? Mais non, écoutez, moi, j'ai dit ça parce que... Tu aurais pu dire n'importe quel autre restaurant. Non, pas du tout, parce que le commensal, c'est un restaurant qui est près d'un métro, qui est très grand. Jamais on se met à la porte, on peut être 200 dans ce restaurant-là, 300 facilement, sans problème. Donc, c'était pensé, parce que moi, je vais manger là assez souvent, parce que je travaillais tout près, donc c'était pas par hasard. Puis moi, je faisais des déjeuners chez moi, le premier dimanche du mois, depuis des années. Puis j'avais déjà essayé d'intéresser des restaurateurs à cette idée-là, mais quand on est un petit restaurant, c'est pas intéressant de faire... c'est pas assez payant un déjeuner. Tandis qu'au commensal, il y a tellement de monde que finalement, ça peut devenir intéressant pour un restaurateur. Alors, la première fois, il est arrivé 30 personnes, ensuite 40, ensuite 50, ensuite 100, 150. Là, tout le monde me demandait, mais comment on va s'appeler? Moi, j'ai dit, écoutez, on va se réunir. Tous ceux qui ont des idées, toutes celles qui ont des idées, on va se réunir. Parce qu'on a décidé finalement de s'appeler Déjeuner pour parler. Il y a eu des comités de formés. Maintenant, ça marche, il y a 60-80. Ça marche? Ça marche encore, oui, ça fait 2 ans et demi de ça. Voyez-vous, là, il y en a au commensal sur Saint-Denis, à un moment donné, après la Saint-Valentin, vous savez, vous aviez fait une deuxième émission. Il y avait plus de 600-700 personnes dans le commensal. 600 personnes. Le plancher croulait. Alors, il fallait vraiment trouver... il a fallu demander aux autres restaurants commensal d'ouvrir le dimanche. Il fallait constamment négocier avec le commensal. Il n'y avait pas assez de chaises, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas assez de tasses. Alors, tu as lancé quelque chose, une phrase ici, et c'est devenu maintenant, je pense qu'il y en a dans 17 restaurants. Une phrase qui a matché du monde. Qui a matché, Oui, on va qui a revenir. matché bien du Oui, monde. il y a Oui, pas- attends une minute, là, je pense qu'il faut... Voulez-vous savoir d'autres choses? Oui, là, là? oui, oui. Bon, On va revenir, tantôt. du monde qui ont tué d'autres mondes par accident. Oui, oh mon Dieu, je me souviens de cette Bon. émission-là. Rock et Belles Oreilles qui se confient et qui sont sérieux un peu pour une fois. C'est la première fois qu'ils étaient interviewés ensemble, mais qu'on parle sérieusement. Une- Des prostituées, hommes, Des prostituées, femmes, on oui. a eu des hommes qui ont battu les femmes, c'était rare. Oui, oui. Autour de la table. Oui, oui. Bon, puis là, on a une autre petite vidéo, c'était assez bon tout à l'heure, j'ai hâte de voir l'autre. Bon, moi, je suis né le 3 février 1943 dans une maternité privée, comme je disais tout à l'heure, à Québec. Les seules informations que j'ai, c'est que ma mère a 21 ans. Elle avait 21 ans à ce moment-là. Elle était mariée, catholique, canadienne-française. Tu cherchais ta mère. Et tu étais tellement Puis j'y avais attendrissant. servi du pâté chinois. J'en douterais. Ouais. Et tu voulais tellement la trouver que je t'avais dit et que tu l'aimes. Et Oui. tu l'as trouvée. Ça s'est fait immédiatement après l'émission. Quelques 10 jours après l'émission, nous étions ensemble. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les femmes qui ont 2 enfants, qui se disent, eh mon Dieu, les fêtes, c'est compliqué. Écoute,
tu as le temps de venir manger avec moi, puis tu en as 8, et tu es monoparental. Et 8 de nationalités différentes. Moi, j'ai jamais rien revendiqué. J'ai juste pris ma place. J'ai jamais eu un bac pour la prendre. J'ai demandé à Poly d'être année, puis je l'ai été, puis bon, j'ai été dans des associations étudiantes, puis j'ai jamais eu un bac. C'est pour ça que pour moi, je suis pas féministe. T'as pas eu à te battre, Nathalie, parce que déjà, la place est faite. Si tu serais née il y a 40 ans, il aurait fallu que tu te battes. Parce que vous en parlez ensemble, vous faites écoute contre l'écoute. Oui, mais c'est très, très fréquent, ça, parler où on invite des gens qui ont eu des malheurs. Et ce qui ressort de l'émission, c'est qu'on peut s'en sortir. C'est qu'on a de la force en nous. Je bafouille. C'est effrayant, mais c'est ça. La maladie, c'est que ta pensée est là, mais tu ne peux pas l'exprimer. Voilà. C'était, à un moment donné, il y avait... il y a eu des moments extraordinaires dans cette émission-là. D'ailleurs, il y a eu des moments extraordinaires dans toutes les émissions. Dans toutes les émissions, beaucoup d'émotions. Bon, pour finir avec toi, finalement, ça marche encore, ça marche très fort. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. Il y a des gens qui font l'accueil tous les dimanches. Il y a 60 à 80 personnes qui font marcher ça. Il y a René Beaumier, qui est quand même une personne qui a qui a démarré un petit journal, ça s'appelle Parler. Et qui s'est marié grâce à Parler pour parler. Il y a beaucoup de gens. Je comprends. Il y a des gens que je rencontre des fois dans l'autobus qui disent ma sœur s'est mariée grâce à toi, ou ils m'ont reconnu. Il y en a même qui ont dû divorcer grâce à Parler pour parler. Des fois, c'est ce qu'il faut faire. Peut-être bien. Mais alors, c'est ça qui a été merveilleux, c'est que la norme de ne pas parler à des gens qui ne nous ont pas été présentés, ça, c'est une norme qui n'existe plus au déjeuner. Il faut un certain courage, parce qu'on arrive toujours avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais avec le temps, on se crée un groupe d'amis. Moi, je suis très fière. Je suis très fière de ça. Lynn Geoffroy, en 1990, tu viens à l'émission. Et l'émission s'appelait Vivre avec le remords. C'est ça. Et c'était des gens qui avaient fait des choses, puis il y avait du remords. Et tu nous racontes une chose effarante, que tu avais 15 ans, que tu gardais des enfants, 5 enfants d'un homme et d'une femme, et la maison a pris feu. Tu étais la seule à pouvoir t'en sortir. Tu vivais avec un remords épouvantable. Oui. Hein? Je vivais avec ça tout le temps. Avec ça tout le temps. Sans en parler jamais. Et ça a pris 15 ans avant que je décide de commencer à en parler un peu, puis de vouloir m'en sortir. Ouais. Et puis, à l'émission, la mère de ces enfants-là, Pierrette Larsen, la femme qui a perdu les enfants, t'écoute, téléphone aux recherchistes. Avant ça, quand l'émission a été télévisée, le vendredi, le samedi, le mardi, quand je suis arrivée de ma journée de travail, il y avait une petite carte de la Sûreté du Québec. Puis là, je me suis dit, non. Puis là, j'ai appelé le sergent qui voulait me parler. Puis là, il disait qu'il y avait une Mme Larsen que depuis 1 mois, avait décidé de me rechercher. Puis tout ce qu'elle savait de moi, c'était que je m'appelais Lynn, puis la date de l'incendie et l'endroit. Puis eux autres, ça a pris 1 mois à me retrouver. Puis là, ben, Lucie, elle a vu l'émission. Puis elle nous a appelés, nous, pour nous dire, mais je ne lui en veux pas. C'est ça. Et qu'est-ce qui est arrivé après l'émission? C'est que ça fait une couple de semaines, là, mais elle a fini par me téléphoner. Puis là, on a pris rendez-vous ensemble, puis on a été manger ensemble. Jamais j'aurais pensé d'aller manger avec cette femme-là. Là. Puis comme qu'elle m'a dit, quand on a été super ensemble, elle, quand l'incendie est arrivé, elle m'a oublié tout de suite. C'était fini. Puis quand elle parlait avec les policiers et détectives, là, elle les a dit, laissez-la tranquille, c'est vraiment un accident. Mais c'est pas ça qui est arrivé, là. Mais elle l'a su quand moi j'ai parlé, là, tout ce que j'avais eu comme expérience. Puis on s'est serré. Elle m'a montré les photos des enfants, parce que j'ai pas gardé là longtemps, là, à peu près 2 semaines, que je me souvenais pas, puis là, ça faisait 18-19 ans. Puis moi aussi, elle m'a demandé la photo de mon fils, parce que j'ai un fils qui doit avoir 18 ans. Puis ça a été des moments assez spéciaux, bien spéciaux. Puis c'est là que ça m'a complètement tout libérée. Là. Maintenant, je suis vraiment super bien de ça, là. Puis c'est fun, là. Ça libère. Tu sais, quand on pense que cette femme-là t'en voulait pas, mais elle ne pouvait pas le savoir, qu'elle lui en voulait pas, et que c'est par Parler pour parler. Je suis très contente de ça. C'est par l'émission. C'est par l'émission que vous avez pu
rencontrer. Ça, je peux dire, ça ressemble beaucoup au stress post-traumatique des vétérans qui ont connu des traumas très, très pénibles au Vietnam. Donc, par exemple, plusieurs soldats qui ont été tués dans un embuscade, puis ceux qui survivent, ça, gardent le remords puis le regret. Ah oui, bien sûr. Après, pendant des années, puis 15, 20 ans plus tard. Moi, je suis vivante. Comme moi, je peux dire merci bien gros à une fille qui s'appelle Justine, qui m'a bien gros poussé, qui m'a bien gros aidé, même si elle faisait sans le savoir, là, mais elle m'aidait beaucoup. Elle, parler pour moi, là, jamais j'oublierai ça. C'est comme les enfants, là. Ces trois choses-là, pour moi, dans ma vie... Tu sais, je vous ai invité, bon, pas parce que je veux me prouver que j'ai été bien nécessaire, mais que mon but que je poursuivais, partager avec les autres. Que ce soit un lieu où on parle, où on se dit, où on sort des choses qu'on ne sort pas ailleurs. C'était ça mon but. Bon, admettons que des fois j'ai réussi. Et que moi, tout ce que j'ai voulu pendant toutes ces années-là, c'est partager. C'est tout simplement faire du partage. La première fois que la rechercheuse m'avait téléphoné, parce que j'avais écrit, moi, pour voir l'émission, dans ma tête, je me suis dit, non, jamais, pas aller à la télévision. Moi, ça faisait plusieurs années, je ne le disais pas à personne. Je commençais juste à le dire à quelques personnes que j'avais confiance, à aller crier sa télé comme ça. Puis à force d'y penser, ben, j'ai décidé de venir, puis c'est ça qui m'a libérée complètement. C'est de le dire, c'est d'en parler, c'est... Exactement. C'est pareil. C'est le courage. C'est bien mieux de raconter ça que de le garder pour moi. Oui. Oui, et il y a quand même, je sais que j'ai quelques ennemis qui pensent que c'est de l'exhibitionnisme, que c'est du voyeurisme. Ce n'est pas du tout. Je pense, par exemple, à Jean Boudreau. Jean Boudreau, il était assis là, je me souviens très bien. C'était une émission d'hommes qui parlaient de leur mère. Bon, émission qui aurait été impensable il y a 10 ans. On a dit, les gars, on se demandait par ta mère. Je vais parler de ma mère. Bon, tu sais, bien correct, là, ma mère est bon. Or, ils ont parlé de leur mère de façon extraordinaire. Et Jean Boudreau, qui est un publicitaire de Québec, que je connaissais pas, a commencé à parler à sa mère. Et sa mère ne lui parlait plus depuis qu'il lui avait annoncé qu'il était homosexuel, parce qu'il avait été marié de longues années, tout ça. Et à la fin de l'émission, il a dit « Et je suis séropositif ». Alors là, je me suis dit, mon Dieu, je ne savais pas. On a dit peut-être qu'il est allé trop loin. Et lui-même, après l'émission, il a dit peut-être que... Mais non, tant pis, je l'ai dit. Il est arrivé à Québec et ses compagnons de travail, parce qu'ils lui ont dit bravo. Bravo de l'avoir dit. Et au contraire, il pensait ne plus avoir de clients. Au contraire, il y a eu encore plus de clients. Et ce même Jean Boudreau est venu à ma table quelques jours avant de mourir. Ce que vous voulez dire, en fait, Mme Bertrand, puis que vous avez dit aussi, c'est que l'émission Parler de parler, ça n'a jamais nu à personne, même s'il y a des invités, des fois, qui sont venus dire des affaires assez graves, des affaires énormes. Tantôt, je parlais des gars qui avaient battu leur femme. Il reste que ces gars-là, ils retournent dans leur milieu de travail après, puis on se dit, ben, écoute, ça va leur nuire, il va perdre sa job. Pas en tout. Ils nous écrivent après, ils nous téléphonent pour nous dire qu'ils ont été félicités, puis ils ont été encouragés, puis... D'ailleurs, on n'a jamais tordu un bras à qui que ce soit pour venir. Ça, c'est sûr. Regardez, les 10 années pour parler, moi, cette idée-là, je l'avais depuis longtemps, mais si je n'étais pas venue à votre émission, j'aurais jamais pu la publiciter parce que ça aurait coûté des fortunes de publicité. Ça s'est fait tout seul grâce à la télévision. En voulez-vous d'autres? Oui, j'en veux d'autres. OK. Des gays puis des straights qui disent leurs 4 vérités. Des gars autour de la table. Extraordinaire. Des straights full pin puis des gays full pin. Oui. Ça chauffait, hein? Ah oui, ça c'est bien excitant. C'est très, très bon, oui. Des obsessifs compulsifs. Là, l'émission qu'on sortait du studio, là, puis qu'on se disait, oh mon Dieu, je suis de même, moi. Non. Oui, des fois, on a tout ça, d'autres. Et des hommes battus. Oui, on a eu des femmes battues, mais on a eu des hommes battus aussi. Des femmes abusées par leur thérapeute. Oui. C'est la première fois que ça sortait, ça aussi. C'est la première fois qu'on en parlait, ça. Puis là, ben, vous l'avez deviné, une autre vidéo. OK. Je l'ai dit à la femme, la mère qui était là. Puis, à un moment donné, on s'est séparés de lui. Puis, quand on est rentré dans la maison, c'était à la condition parce que je disais qu'il me touchait au parti, mais je disais pas tout, là. Que là, elle avait dit, mais je vais dire qu'il vous touche plus, tu sais, comme ça. Carole, c'est mal. Parce que tu as subi ça aussi. OK.
Il faut que ça arrête, ces choses-là. Madame Bertrand, il ne faut jamais vous penser qu'il rit de vous, il rit avec nous autres. Toujours avec nous autres, On convaincus. vit avec vous et on vit de Violette. C'est comme ça même que ça marche. Vous savez que c'est par amour que je vous invite. Oui. Mais c'est gentil. On attendait des nouvelles, on attendait. Le médecin, il arrive, il dit c'est trop tard. Elle venait de se briser le vertèbre cervicale. La consolation, elle n'a pas souffert. Mais son père a commencé à souffrir. Je suis sorti coupable, c'est effrayant. Mais il ne s'est pas défendu de le faire. Les femmes, moi je connais des Québécoises qui se voient le visage aussi. Elles ne veulent montrer aucun, parce que ça c'est quand même... C'est leur choix. C'est un choix. Personne va... Bon, il s'est passé un phénomène, bon, tu appelles ça un changement mauvais. Moi, je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a eu des bonnes choses dans les changements. Je parle pas de la religion. Dans l'évolution des femmes, par exemple. Les femmes ont beaucoup évolué au Québec très rapidement. Et puis, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, que vous, comme reculez. Puis je voulais laisser un message particulièrement à toute la population que le sida, oui, c'est un fléau, puis c'est terrible, puis c'est dramatique. Mais quelque part, on souffre tout d'une maladie. C'est juste une façon. Et je demande que le monde ne soit pas honte des sédaillais. Les sédaillais eux-mêmes n'aient pas honte de leur maladie. Exactement. C'est un désir de se faire dire une fois dans sa vie par son père, « T'es correct, mon garçon? T'es bien correct? » Ça m'aurait fait bien du bien. Ou même juste, je t'aime, tu sais. Moi, mon père m'a jamais dit ça. J'ai pas de souvenir qu'il m'ait dit, Donald, je t'aime. T'es mon fils bien-aimé. J'ai pas de souvenir de ça, j'en ai pas du tout. Moi, je dirais que notre blessure, c'est de n'avoir jamais été confirmé par l'amour, par l'affection d'un père, par le geste d'un père. Imagine-toi, là. Il enlève son collet romain, là, et c'est toi qui préfères. Écoute, c'est un petit lourd, ça. Oui, c'est plus que le mari ordinaire, là, qui enlève sa chemise. C'est sûr. C'est l'amour de l'image de soi, ou qu'on dit. Oui, voilà. Là, c'est un homme qui était aimé de tout le monde. Et là, il m'a choisi parmi toutes ses terres. D'une certaine façon, on est unis. C'est plus excitant que d'enlever son overall. Violette va. Oui, ça me rappelle, c'est très heureux, ça me rappelle de très, très bons moments. Très bons moments. Quand on parlait des moments on a beaucoup pleuré à Parler pour parler. Moi, j'ai pleuré souvent, mais on a ri aussi beaucoup, beaucoup. Et c'est ça qui était étonnant, c'est d'être capable de parler de choses très, très sérieuses, puis d'éclater de rire tout le temps. Dédramatiser des choses. Alors, qu'est-ce que vous entendez parler? Quand de parler, vous représentez divers milieux, c'était quoi pour le public, Parler pour parler? Moi, j'ai eu beaucoup de lettres qui me disaient des choses, mais... Nicole? Moi, je trouve qu'il y a plein de sujets qui ont été mis à la table. Tu sais, les gens pouvaient regarder ça en famille, des choses qu'ils ne disaient pas avant. Je trouve que ça a ouvert les esprits. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous êtes l'Université du Québec. D'une certaine façon, ça a aéré plein de choses qui étaient dans des placards, qui étaient avec les fils d'araignée. Puis, ça a ouvert les discussions aussi. Ça a permis d'en parler. Parce qu'on a parlé ici, mais le fait de m'avoir parlé ici, après ça, en tout cas comme dans mon cas, les gens n'osaient pas m'interpeller puis m'en parler. Puis moi, j'étais bien ouverte quand on en parlait à tout le monde, sauf que pour eux autres, c'était tellement tabou qu'ils n'osaient pas m'interpeller, tandis qu'après ça, c'était ouvert. Une émission très audacieuse. Par le choix de ces sujets. C'est unique au monde, ça. Il n'y a pas d'équivalent nulle part dans la télévision d'aborder des sujets comme tu l'as fait. Jamais. Enfin, peut-être pour 50% d'entre eux, oui, mais pour un certain nombre de sujets que tu as abordés, je veux dire, c'est unique. C'est même incroyable que ça se soit passé, que vous ayez réussi à trouver les gens. Ça n'a pas été sans lettre de bêtises.
Ben, probablement Parce pas. que je reçois beaucoup de lettres. Et les lettres de bêtises, bon, quelquefois, l'équipe autour de moi disait, faudrait peut-être pas que tu les lises, parce que moi, ça me... Mais c'est comme les critiques mauvaises, faut comme les jeter, celle-là, c'est pas Oui, mais grave. moi, je tenais à savoir de quoi on me critiquait. Par exemple, on a toujours dit que j'étais quelqu'un qui est très, très, très porté sur le sexe et en parler. Or, j'ai compté sur... J'ai ma petite carte, parce que quand il y a des chiffres, il faut toujours dire... Sur 378 émissions, j'en ai parlé, attends une minute, 20 fois. Oui. Or, ma réputation, c'était quelqu'un qui parlait toujours de sexe ou qui parlait des homosexuels. Or, j'en ai parlé pendant 8 fois. Oui, c'est ça. J'en ai parlé, j'ai parlé 8 fois de l'homosexualité. Or, la réputation, c'est elle parle toujours de ça. Oui, mais ça, c'est normal, ça. Ouais. Dès qu'on en parle, les gens pensent... Déjà, d'en parler à une émission publique, c'est tellement exceptionnel que ça donne l'impression que tu as parlé que de ça, parce que c'est phénoménal de passer... Puis comme tu dis, des fois, c'est des sujets lourds, puis il y a toujours des éclats de rire. Donc, puis quand on parle de ces sujets-là, on essaie d'en parler tout bas, puis, tu sais, caché. Oui. Tandis que finalement, c'est du dramatisé. C'est une catharsis extraordinaire. Puis ensuite, c'est aussi... Moi, les commentaires que j'ai reçus, c'est que... Bon, ben, c'est toi qui fais l'émission, puis c'est toi qui as le cœur puis l'ouverture d'esprit qui en fait sa popularité. Sans ce cœur, sans cette ouverture d'esprit, il n'y aurait pas cette émission-là. C'est ça qui a fait toute la différence entre la ça et les confiance, autres talk-shows qu'on a. J'ai essayé pendant ces 10 ans-là, c'est pas facile tout le temps, de ne pas juger, même quand moi, j'étais pas d'accord avec les choses. J'ai invité des gens, j'étais pas d'accord avec leur option, mais et c'est pour ça que ça a été facile après ça de trouver des invités. Je me souviens quand on a fait les itinérants, les hommes, les prostituées. Au début, quand on travaille, on se dit autour de la table, comment on va les aborder, comment on va vouloir. Ben, ça a été extraordinaire. Il disait, c'est Jeannette, ben c'est bien correct, parce qu'elle, elle nous chicanera pas. Voilà. Les clochards. La confiance. Les clochards, il y avait à ta place Guy, le roi des clochards, qui est mort maintenant, et qui s'appelait le roi des clochards. Et bon, qui avait un plâtre qu'il avait depuis 4 ans, puis bon, il y avait 15 tucs, une par-dessus l'autre, et qui me connaissait. Puis qui avait dit à la rechercheuse, c'est Jeannette, c'est bien correct. Alors, j'ai l'air de me vanter, coudonc. Non, parce que même, ton émission commence pas à la table. C'est la dernière émission. OK, merci, les gens. D'abord, on va s'ennuyer, à mon avis. Je sais pas. Bon, je voudrais dire aussi que j'ai beaucoup tenu compte des lettres, beaucoup tenu compte des suggestions du public. Et les gens ont écrit, mais ils ont écrit encore ce matin. Encore ce matin, je recevais une lettre extraordinaire. Bon, et j'ai lu toutes les lettres. C'est sûr que je ne peux pas répondre, mais parce que je passerai mon temps à ça. Mais j'ai lu toutes les lettres. Et souvent, les émissions étaient suggérées par les gens qui disaient faudrait... Et vous reteniez les suggestions? Tout à fait. Souvent, j'ai eu à la table, je disais, c'est toi qui as écrit, et j'ai invité des gens. Et il y a aussi ce fait extraordinaire, le pouvoir que j'avais, qui est un pouvoir. Par exemple, quand moi, je veux savoir, je me souviens d'avoir voulu savoir, sur la mémoire, par exemple. J'ai 69 ans, je commence. Les noms m'échappent. Je peux ne pas me souvenir du nom de ma fille. C'est choquant, tu sais. Alors que je me souviens du nom de tous mes invités. Ben, c'est ça, lire jeune fille. Et puis, je voulais savoir comment ça marchait. Ben, imagine-toi, je me suis offert les spécialistes, les sommités. Ben oui, pourquoi pas? Puis, je paye la traite au monde dans ce temps-là. Puis à moi, en premier. Pourquoi pas? Puis, j'invite des gens, puis je leur demande c'est quoi. Puis, c'est comme ça que j'ai appris que je faisais de la dyslexie. Un jour que j'avais... Tu avais ton cabinet de spécialiste. J'ai mon cabinet spécialiste. Mais je suis sûre que les gens en profitent aussi. Alors, c'est ça que j'ai fait tout ce temps-là. Ce que je voudrais dire aussi, parce qu'il reste peu de temps, ce que je voudrais dire, c'est rendre un hommage au public aussi, parce que le public a commencé par un public de femmes. Et tout à coup, moi, je prends beaucoup de taxis, et un chauffeur de taxi conduisait, puis là, je voyais dans le rétroviseur qu'il me reconnaissait. Puis là, il me dit, je vous ai dit, moi, je disais, voyons, qu'est-ce que j'ai fait encore?
Puis là, il me disait, hier soir, là, vendredi ou vendredi, là, tu sais, 2 heures du matin à discuter avec ma femme, tu sais, 2 heures. Elle m'a forcé à écouter cette émission-là. Ça a commencé il y a 8 ans à peu près comme ça. Moi, Mme Bertrand, c'est grâce à parler que j'ai appris que j'étais une sadomasochiste. On n'a pas fait d'émission là-dessus, tu vois. Ah, t'as arrêté une bonne idée, là. T'as arrêté une bonne idée. Quel aveu. Quel aveu. Alors, c'est... Voilà. Voyons, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voyons, j'ai perdu. C'est grâce que vous avez fait ici. Oui, mais c'est comme... Et de plus en plus, le public s'est transformé. Le public qui a regardé pendant ces 10 années s'est transformé. Il y a eu de plus en plus d'hommes. Quasiment, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Ils ont entre 25 et 49 ans. Et c'est un public qui a besoin d'apprendre en même temps que moi, j'apprends. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui est assis sur un piédestal et qui dit « je sais des affaires, je vais vous les montrer ». Je suis quelqu'un qui apprend et qui sépare avec les autres. C'est juste ça, ce que je suis, ce que j'ai fait pendant 10 ans. Bravo, Jeannette. Alors, je vais faire un hommage au public qui est venu s'asseoir le vendredi soir, qui a fait souvent un effort, parce que c'est plus... La vie est difficile. Regarder les humoristes, c'est peut-être plus fun. Ils sont venus écouter des choses dérangeantes qui les remettaient en question. Et ça, je vous remercie pour ça. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de tourner le poste peut-être d'un bon film ou du comique ou pour regarder vraiment ce que moi j'avais à dire et ce que mes invités surtout. Alors, c'est un hommage à mes invités. Un hommage très, très fort aussi à tous ceux qui m'ont aidé au cours de ces années-là, qui m'ont encouragé, parce que je suis quelqu'un qui décourage. On dit pas. Oui, non. Tout à fait. Qui se dit, ah, moi, quand j'ai une critique, je dis, ils ont raison, ils ont raison, ils ont raison. Je suis mieux d'arrêter. Si j'avais arrêté chaque fois que des gens en lettre de menace m'ont dit, vous devriez arrêter, je serais arrêtée souvent. Puis j'ai continué. Tu avais une belle équipe, hein, autour. Une équipe extraordinaire pendant 10 ans, qui m'ont soutenue d'en haut jusqu'en bas. Et Radio-Québec. Et Radio-Québec. Et Radio-Québec, qui m'a donné une liberté quasiment totale, même si des fois, les sujets, c'était pas sûr qu'ils approuvaient, là, mais ils m'ont dit, ils m'ont fait une grande, grande confiance. Ils ont fait très confiance aussi. Très confiance. Vous avez permis le rapprochement, l'illusion puis la réalité, par l'entrechet de la télévision. Puis ça, c'est rare. Hein? La télévision, c'est une pourvoyeur d'illusions. D'illusions, c'était la réalité. Est-ce que tu vas t'ennuyer, toi, de parler pour parler? C'est une décision très difficile à prendre. Je vais, il n'y a pas, juste un peu avant l'émission, je dis, change d'idée, là. Tout le monde a friqué pour parler comme les jeunes. Non, oui, c'est sûr que je vais m'ennuyer, mais je pense... Le médium, surtout. Oui, mais je pense que parler pour parler est fini. Jeannette n'est pas finie. Pas finie. J'ai pas du tout l'intention de prendre ma retraite. Je suis pas fatiguée. Je suis pas... non, je vais faire d'autres choses. Je sais pas quoi. Et avec un grand A continu, cependant, parce que j'y tiens beaucoup. Et bon, tu sais, tantôt on parlait des émissions, la schizophrénie. Combien de parents... Un jour, j'étais dans une assemblée avec des hommes politiques, et il y en a un qui m'a pris dans ses bras. Je savais pas pourquoi. Un monsieur, puis il m'a dit merci. Puis moi, je pense pas toujours là, que j'allais Bertrand. Tu sais, je dis, bon, je sais pas, là, qu'est-ce que j'ai fait. Alors, il me dit, j'ai compris la maladie de mon fils. Je pensais que juste qu'il voulait me faire suer. J'ai compris la maladie de mon fils en le gardant. Et parler après. Alors bon, c'est ça qui m'a fait que j'ai continué pendant 10 ans. C'est un grand compliment que le public me fait aussi, c'est quand il me dit, tu sais, je regarde plus les itinérants de la même façon. Bien sûr. Je regarde plus les prostituées de la même façon. Je regarde plus les maniaco-dépressifs de la même façon. Ça me fait plaisir. Je ne me regarde plus de la même façon. En parlant comme tous ces sujets-là. Ces sujets-là. Ça a éclairé beaucoup de monde. Merci. C'est pour ça que les gens y étaient intéressés à regarder ça, parce qu'il y a en plus bien des choses. Mais c'est sûr qu'une émission comme ça se fait pas tout seul. Non. Il y a eu ma Violette qui s'en vient, Violette, qui est Diane Jules, que j'avais rencontrée à la Ligue d'improvisation et qui me poussait sa glace à faire la folle de moi. Et puis, Violette qui a été ma complice, ma compagne, mon amie.
On s'était juré qu'on pleurait pas. Ben oui. On s'était juré. On avait peur de faire des folles de nous. Mais non, moi, c'est des folles de nous. Bon. Alors, il y a Violette qui... on a passé des comiques, puis des vertes, puis des pommures. Vous savez que ça a autant braillé en dehors de l'émission que dans... Ah oui, ça pleure, là, en arrière. Et puis bon, il y a eu des gens qui sont avec moi depuis très, très longtemps. André Monette. André Monette. Bon, il y en a tellement, là. Joanne Mercier. Jamais je me suis ennuyée. Jamais. Non. Non. C'est pas ennuyé. J'ai tripé à mort. T'as-tu appris les affaires? Parce que moi, j'ai appris les affaires de mes Moi, j'ai tellement appris aussi. Mais j'ai appris de vous autres. Moi, j'ai appris de vous autres. Tu sais, une mère porteuse. Comment veux-tu en rencontrer dans la vie? Alors, j'ai appris ça. Jacques Cholette, le réalisateur, il y en a eu d'autres, André Monette, le producteur, Ginette, ma Ginette, que j'aime ça. Vous n'en voulez qu'une tasse? Pourquoi en faire toute une cafetière? Goûtez aux nouveaux individuels de Maxwell House. Le riche goût d'un café des plus délicieux, en sachet d'une portion. Savourez un café parfait à chaque tasse. Même si ce que vous allez apprendre vous semble irréel, vous ne rêvez pas. L'Auto-Québec lance une grande loterie, le Super 7. Le Super 7 est un loto 747 qui se joue à 3 sélections pour 2 $. Et son gros lot qui commence déjà à 2,5 millions pourra atteindre des sommes qui vous feront rêver. Les tirages ont lieu chaque vendredi à compter du 10 juin. Super 7, ça dépasse l'imagination. Messieurs Larose et Laroche doivent rénover leur sous-sol. Laroche se rend à un magasin à grande surface. C'est loin, mais il en aura plein la vue. Larose est allé chez son rénovateur Rona, qui bénéficie du plus gros pouvoir d'achat au Québec. Il a profité du prix du plus gros, d'un grand choix de matériaux de construction et de la livraison le jour même. Lui, Larose a fait le bon choix. Il a économisé argent et temps. Laroche lui a perdu bien plus que son temps. Le rénovateur Rona obtenait toujours le prix du plus gros, service compris. Mamam, l'originalité inépuisable du réalisateur Raoul Ruiz et du chorégraphe Jean-Claude Gaillota. Mamam, la grâce de la troupe Émile Dubois, la poésie d'un paysage désert et de la mer. Vivement dimanche, 21h à Radio-Québec. Les enfants vivent aussi le stress de l'école travaux dodo et rêvent de goûter le plaisir de vivre à leur rythme sans agenda. Au Club Vacances 100 watts, nous réinventons le camp de vacances. Vos amours seront dans la Watt. Vidéo, radio, voile, expédition, photos, écologie et même petit déjeuner au lit. Nous veillons à leur sécurité et à la réalisation de leurs projets. Pour renseignements et inscriptions, composez le 270-1009 ou le 1-800-461-1009. When you're smiling, the whole world smiles with you. Les gens qui mâchent Trident parce qu'elle ne colle pas à la plupart des prothèses dentaires, la mâchent aussi parce qu'elle est si bonne au goût. Voilà pourquoi ils collent à la gomme qui ne colle pas. Trident, ordinaire ou sans sucre, la gomme au super goût qui ne colle pas. Vous n'en voulez qu'une tasse? Pourquoi en faire toute une cafetière? Goûtez aux nouveaux individuels de Maxwell House. Le riche goût d'un café des plus délicieux, en sachet d'une portion. Savourez un café parfait à chaque tasse. C'est encore moi. J'aimerais que vous lisiez chaque vendredi mon petit mot dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Il y aura des messages, des adresses utiles, des informations. Enfin, c'est un complément de parler pour parler. À 21h30, le magazine littéraire Plaisir de lire sera exceptionnellement d'une durée d'1 heure.
Invité, Élise Turcotte, Jacques Godbout et Monique Parizeau. Après la pause, la route des vacances.